Bonjour et bienvenue dans Éco Débat, votre rendez-vous dédié à l'actualité économique africaine. Cette semaine, nous parlons de business du sport en Afrique. Pèse l'industrie du sport dans les économies africaines à l'heure où l'Afrique apparaît davantage comme un exportateur de talents. Que faut-il pour en faire émerger une véritable industrie du sport et surtout structurer les clubs africains dans toutes les disciplines? Quels modèles continentaux peuvent-ils inspirer les autres pays du continent? Nous répondrons à toutes ces questions avec nos trois invités. Il s'agit de Mohamed Marakchi, les spécialistes en ingénierie du sport. Bonjour à vous, Mohamed Marakchi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Notre deuxième invité s'appelle Alassane Sakho. Il est le PDG du cabinet Kalimo Consulting Group, actif dans plusieurs domaines, dont le sport notamment. Il nous vient du Sénégal. Bonjour à vous, Alassane Sakho. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à Rabat, nous retrouvons Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonjour à vous, Aziz Daouda, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Omar, de m'avoir convié à cette émission. Alors, je commence par un tour de table et je rappelle que durant cette émission, nous verrons des exemples à travers le continent, que ce soit en termes de construction d'infrastructures que de formation des talents. Nous serons notamment au Mali pour retrouver tout à l'heure donc un sujet fait par notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko. Mais avant cela, alors, une première question. Mohamed Marakchi, on parle aujourd'hui du sport et impossible de parler du sport en Afrique. Mais de parler du sport dans le monde plutôt sans parler de l'Afrique. Une première question, que pèse l'Afrique aujourd'hui dans le business du sport mondial? Alors déjà, il faut savoir que l'Afrique, c'est un pays de sport, de talent, de passion. Donc ça fait partie de l'écosystème de tout pays. Donc ça, c'est la première chose. Après, si on parle de chiffres, on sait très bien que si on parle de PIB, on sait très bien que l'Afrique, elle est à 0,5 à peu près, en moyenne par rapport au PIB mondial, où c'est un secteur qui est en pleine expansion. Mais on va dire, on voit le verre à moitié plein. On voit le verre à moitié plein, donc voyez les choses de façon positive. Alors, Alassane Sakho, vous venez du Sénégal, mais vous êtes actif dans toute la sous-région ouest-africaine. Alors, aujourd'hui, peut-on parler de l'émergence d'une industrie ouest-africaine en cours? Effectivement, Omar, donc je pense que les sports émergent bien aujourd'hui en Afrique. Pour la simple raison, avant, on le voyait plus en tant que passion. Aujourd'hui, c'est une dynamique, donc on est plus orienté vers l'investissement du sport. Donc, la réflexion est tournée aujourd'hui sur comment structurer aujourd'hui les différentes activités à travers le marketing du sport, aujourd'hui à travers le business du sport, les investissements sportifs, pour aujourd'hui quand même catalyser tous ces éléments-là pour favoriser aussi l'émergence. Je pense que c'est aujourd'hui assez important et que l'Afrique bouge à ce niveau-là. L'Afrique bouge à ce niveau. Et alors, s'il y a bien évidemment une discipline dans laquelle l'Afrique a toujours en tout cas bouger et émerveiller, c'est bien dans l'athlétisme. Et pour cela, nous avons l'honneur d'avoir Aziz Daouda avec nous. Alors, Aziz Daouda, en tant que directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, alors, qu'en est-il au niveau de l'athlétisme? Est-ce qu'à ce niveau-là, on constate, je ne parle pas d'engouement bien évidemment, mais en termes d'investissement, est-ce qu'on peut dire que dans l'athlétisme aussi, il y a des investissements qui bougent pour structurer cette discipline? Je pense que les résultats des derniers Jeux Olympiques et puis ceux des championnats du monde de l'été dernier ont montré encore une fois que l'Afrique en matière d'athlétisme est en plein essor, plein développement. Il y a des pays qui émergent, on entend de plus en plus parler du Botswana, on entend parler de la Zambie, on entend parler de beaucoup de pays qui émergent, l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays ont investi dans l'athlétisme parce qu'ils ont compris que l'athlétisme pouvait être le porte-drapeau de leur sport, donc du sport africain, parce que ça l'est de toute façon. C'est le sport où l'Afrique réalise les meilleurs résultats disons, qu'elle puisse faire. Aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, vous avez le Kenya, vous avez l'Éthiopie, vous avez le Botswana, comme je le disais précédemment, l'Afrique du Sud, etc., qui font partie des plus grandes nations. Au niveau des championnats du monde, il y a au moins 3 pays à chaque fois, 3 pays africains parmi les 10 premiers, ce qui montre qu'il y a un effort qui est fait au niveau africain, donc en matière d'investissement, notamment dans des centres de préparation de haut niveau.
et les résultats sont là. Mais il y a également des investissements en matière d'équipement. C'est-à-dire il y a de plus en plus de pistes en Afrique, de pistes synthétiques bien évidemment, de plus en plus d'équipements sophistiqués et de plus en plus de moyens mis à la disposition des athlètes. Mais malheureusement, on ne peut pas généraliser ça à toute l'Afrique, parce qu'il y a quand même quelques poches de résistance où certains gouvernements n'ont pas encore compris l'importance de l'athlétisme et n'investissent carrément rien du tout en athlétisme. En tout cas, certainement, comme vous l'avez dit, ça investit quelque part. Justement, on va parler d'un modèle. On va s'intéresser au cas du Maroc aujourd'hui avec l'organisation de cette CAN 2025. Le Maroc a fini d'être un modèle africain. Qu'est-ce qui fait le succès du modèle marocain? Quels sont les secrets de réussite en termes de formation et d'investissement dans les infrastructures? Écoutons ensemble ce sujet préparé par Rachid Farhan. Le football au Maroc n'est plus seulement un jeu, c'est un véritable moteur économique qui pèse des milliards de dirhams et influence des secteurs entiers de l'économie. Sur le plan macroéconomique, le secteur du sport avec le football en première ligne représente aujourd'hui environ 1,56% du PIB marocain, générant des chiffres d'affaires importants, des emplois et des opportunités d'investissement grandissantes. Les clubs eux-mêmes ne sont plus de simples entités sportives, ils deviennent des entreprises économiques structurées. Les budgets cumulés des clubs de première division atteignent plusieurs centaines de millions de dirhams, avec des revenus significatifs issus des tours de championnat, sponsoring, merchandising et billetterie. Un segment clé, le marché des transferts, où les clubs marocains tirent parti de la formation de talents locaux. Entre 2019 et 2023, ils ont généré plus de 32 millions de dollars de profit sur le marché des transferts, plaçant le Maroc comme l'un des acteurs rentables de la région dans ce domaine. Sur le terrain de l'investissement privé, le rôle du secteur privé devient de plus en plus visible. Des partenariats entre clubs historiques et investisseurs institutionnels visent à moderniser la gouvernance, booster l'efficacité financière et professionnaliser le modèle économique. Et au-delà des clubs, l'impact s'étend aux produits dérivés et au commerce sportif, plus de 2,3 milliards de dirhams en commerce d'articles de sport, stimulé par la demande des passionnés et supporters. Pour ce qui est de la dimension internationale, les droits de diffusion, les sponsors mondiaux et les grandes compétitions internationales qui passent par le Maroc, comme la CAN 2025 ou la préparation au Mondial 2030, attirent des flux de capitaux renouvelés et renforcent l'attractivité du royaume comme hub sportif et commercial en Afrique. Enfin, l'effet indirect est considérable. Le football stimule le tourisme, les infrastructures et même l'image du pays à l'étranger, transformant des victoires sur le terrain en retombées économiques palpables. Des victoires sur le terrain transformées en retombées économiques palpables. Alors, Simon Rakchi, vous êtes un spécialiste dans l'ingénierie du sport. Alors, est-ce qu'on peut savoir, on voit les chiffres et l'illustration aussi bien sur le terrain que sur le plan économique, quel est le secret de ce modèle marocain aujourd'hui? Parce que quand on prend le continent, il y a l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, entre autres, qui se distinguent nettement. Dans le cas du modèle marocain, qu'est-ce qu'on peut qualifier ou comment connaître cette recette miracle du Maroc? Déjà, le Maroc, il a commencé à avoir une vision à long terme. Donc ça, c'est très important parce que lorsqu'on parle de développement, que ce soit industriel ou que ce soit économique, il faut avoir une vision à long terme. C'est des choses, malheureusement, où on ne voit pas spécialement dans toutes les gouvernances sportives. Donc le Maroc, il a lancé déjà le premier projet avec la lettre royale en 2008, où Sa Majesté il a donné les grandes lignes sur l'importance du sport comme moyen et comme levier de développement au niveau du pays. Après, au niveau du football, donc tout de suite, dans la foulée, il y avait la construction de l'académie, donc le centre de formation pour se rapprocher des modèles pour se rapprocher des modèles occidentaux. Et puis derrière, un projet sportif. Donc il y a le projet sportif, il y a le projet infrastructure, il y a le projet économique, il y a le projet touristique aussi. Il y a aussi le projet des collectivités territoriales où il y avait la régionalisation en 2012, parce que c'est très important aussi que l'institution aussi accompagne ces projets. Et lorsqu'on a ces projets-là qui travaillent en synergie,
à un moment ou l'autre, on peut avoir ces résultats. Et les résultats du Maroc, c'est l'addition ou la moyenne ou les synergies de ces 3 axes. La synergie donc de ces 3 axes. Alors, Alassane Sakho, est-ce que vous voyez d'autres modèles émerger à travers le continent qui allient à la fois réussite sportive et émergence d'une industrie sportive en même temps? Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, les sports, et par rapport à son développement, ça émerge un peu partout. Hein. Donc, je peux prendre notamment le cas du Sénégal. Donc aujourd'hui, si on regarde le cas du Sénégal, tout part par la formation. Il y a pas mal de centres aujourd'hui qui ont été quand même érigés depuis un certain temps à travers le centre de Djambar et les autres centres qui aujourd'hui proposent beaucoup de talents. Malheureusement, on produit plus de talents, mais c'est l'effet inverse aujourd'hui qui pose un problème. C'est-à-dire la mise en place aujourd'hui d'une politique d'accompagnement au niveau de l'État qui joue uniquement un rôle près de régulateur. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il devait plus accompagner aujourd'hui la politique d'industrialisation pour permettre également à tous ces acteurs-là, des jeunes sportifs, de pouvoir émerger. Comme on le sait, les sports aujourd'hui au Sénégal ou bien en Afrique génèrent beaucoup de revenus à travers les différentes compétitions. Et donc il faut également nécessairement valoriser, pour moi, au-delà du sport classique, les compétitions comme la CAN ou bien la Coupe du Monde, mais favoriser aujourd'hui les sports dans le développement communautaire, donc les sports universitaires. Aujourd'hui, si on regarde bien, on construit beaucoup de stades d'infrastructures, mais malheureusement, après les compétitions sportives, les stades sont fermés, il n'y a plus d'activité. La question de la gestion, mais aussi de la vision à long terme. C'est surtout ce que disait M. Amarakchi, c'est aujourd'hui un problème de vision. Donc il faut une vision à long terme, il faut un projet structurant et également réfléchir sur tout le volet économie-sport. Donc tout le business qui tourne autour du sport. Donc les perspectives et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à développer avec la jeunesse et aujourd'hui l'impact qu'il faut aujourd'hui faire au niveau de la société de façon globale. Je pense qu'aujourd'hui l'Afrique quand même à ce niveau-là, il y a beaucoup d'activités et de perspectives qui se développent à travers le continent par rapport au sport business. Alors je me tourne à présent vers Aziz Daouda parce qu'il est vrai qu'on a l'impression que c'est le football aujourd'hui il est vrai que le sport et le football est le sport roi à travers le monde, c'est celui qui mobilise davantage, qui cristallise l'attention. Alors, dans l'athlétisme, Aziz Daouda, est-ce qu'on voit des investissements similaires à travers le continent? Est-ce qu'on réussit à faire émerger, on vous l'a posé tout à l'heure cette question-là, mais plutôt, est-ce que l'investissement dans l'athlétisme est aujourd'hui une priorité et qui donne des résultats? Alors, une priorité dans certains pays, oui. Mais malheureusement, c'est une minorité de pays qui font de l'athlétisme une priorité. On les connaît, je le disais tout à l'heure, le Botswana, le Kenya, l'Éthiopie, qui en font véritablement une priorité. Il y a des pays où l'athlétisme a juste la place qu'il faut. C'est-à-dire quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez le Maroc, etc., l'athlétisme a sa place. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pays où l'athlétisme est en queue de peloton en matière d'investissement. C'est-à-dire qu'on considère qu'on peut faire sans réellement investir. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que disaient mes camarades sur le plateau pour ce qui est du Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc a fait du sport un secteur de développement extrêmement important pour le développement humain. Et vous savez, nous sommes l'un des rares pays au monde, je le dis et je le répète, un des rares pays au monde qui a inscrit le sport dans sa constitution. Vous avez 3 articles de la Constitution marocaine qui parlent du sport et de l'activité physique. Le Maroc en fait un élément de développement, il en fait un droit pour les citoyens et une obligation pour le gouvernement, pour les autorités, pour investir dans le secteur du sport, parce que la rentabilité du sport, malheureusement, n'est pas que celle qui est apparente, c'est-à-dire les transferts, l'investissement, etc. Le sport est le premier pilier, le premier palier de tout système de santé. Et donc, quand vous investissez dans le sport, c'est des allègements extrêmement importants en matière de santé publique. Vous savez que l'OMS dit, par exemple, que quand vous investissez $1 en activité physique et sport, vous en économisez 3 en matière de santé publique. Et donc, il ne faut pas voir le sport uniquement avec la vision sportive pure, c'est-à-dire les rentrées, les équipements sportifs, etc. Et même là,
la comptabilisation n'est pas bonne pour le sport. Parce que quand vous achetez une paire d'espadrilles dans un magasin de sport, elle est comptabilisée sport. Mais quand vous l'achetez dans un magasin quelconque, donc, disons pour ce qui est du Maroc en Médina, ça n'est pas comptabilisé comme article de sport. Et donc vous voyez, le sport, par exemple au Maroc, vous le disiez tout à l'heure dans le sujet que vous avez présenté auparavant, que le sport représente 1,56% du PIB national. C'est effectivement vrai, mais l'estimation est qu'il participe au-delà de 3% déjà dans le PIB national, mais une partie n'est pas comptabilisée. Elle est comptabilisée pour le textile, elle est comptabilisée tourisme, il n'est pas comptabilisé pour le sport. Et donc, l'estimation qui est faite de ce que peut apporter le sport au Maroc, notamment en matière de pourcentage de participation au PIB, c'est au-delà de 5 à 6%. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important, sans comptabiliser, bien évidemment, les effets sur la santé publique qui sont énormes. Je pense que c'est des indicateurs importants parce qu'il est vrai que l'un des défis d'ailleurs du sport africain, c'est d'avoir des datas actualisées, des datas qui prennent en compte toutes les ramifications du secteur sportif. Donc on sait que secteur sport et santé sont intimement liés. Alors parlons d'un autre sujet qui s'impose, c'est celui de créer les bases pour faire émerger une industrie sportive digne de son nom. Alors Mohamed Marakchi, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que dans tous les pays du continent, on voit émerger les bases de cette industrie sportive, que ça ne soit pas seulement une passion qui oblige les États à dépenser de temps en temps pour prendre en charge leurs équipes nationales ou certains clubs, mais qu'il y ait vraiment les bases d'une industrie du sport. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Alors, je veux juste rebondir à ce qu'il a dit M. Daouda dans la continuité. C'est que l'industrie du sport, maintenant, ça devient comme une industrie mondiale, au même chiffre que l'automobile, comme l'aéronautique. Lorsque les décideurs, je pense en général, prennent en compte déjà cet impact, M. Daouda, il a parlé sur le côté santé, et moi, je vais parler de deux choses. Quand je parle de l'industrie, il y a le côté spectacle sportif, d'accord, ce que nous avons vécu au niveau de la CAN, et il y a la pratique sportive. Et là, si on additionne les deux, on voit la force des chiffres. La force des chiffres et aussi l'impact indirect par rapport à la santé, par rapport au tourisme, par rapport à plein de choses. Donc lorsque les décideurs ils vont comprendre que le sport c'est un investissement, nous au Maroc on a compris que c'est un investissement. Lorsqu'ils comprennent que c'est un investissement et que ce n'est pas un coût, dans ce cas-là je pense qu'on peut, on va dire, se rapprocher un petit peu des modèles occidentaux où on peut vraiment développer le sport avec tout son écosystème. Donc ça, je pense que ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de la pratique sportive, il faut savoir que maintenant, par exemple, au niveau santé, et puis là, je fais un petit clin d'œil aussi à M. Daouda, par rapport à l'athlétisme, on voit de plus en plus de courses à pied. Il faut savoir que les courses à pied, ça engendre un business énorme sur l'échelle mondiale, avec toutes les courses qu'il y a, avec tous les marathons, avec l'achat des chaussures, avec le monde connecté, avec les montres, et ainsi de suite. Et ce secteur, malheureusement, en Afrique, il est un petit peu, je ne dis pas oublié, mais il est un peu négligé et c'est un secteur qui ne demande pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas comme une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques où il faut vraiment des vraies infrastructures qui sont réglementées par les instances fédérales ou les instances internationales. Donc je pense qu'une fois que les décideurs ils ont compris, déjà la première chose, l'importance de l'investissement, l'importance du sport. Il y en a qui l'ont compris dans le cadre politique, parce qu'on utilise le sport d'une manière politique. Je pense qu'on peut passer à la vitesse supérieure. Alors, Alassane Sakho, on attend tout le temps l'investissement des États. Mais qu'en est-il du secteur privé africain? Est-ce qu'il investit justement dans ces différentes disciplines sportives? Bon, en Afrique, malheureusement, l'investissement dans les sports au niveau du secteur privé est encore relativement très faible. Donc, je pense qu'ils n'ont pas encore compris un peu peut-être les enjeux ou bien les perspectives ou bien les possibilités aujourd'hui qu'offre le sport. Le sport, quand aujourd'hui un privé investit pour moi dans le sport, ça veut dire qu'il est investi déjà avec la jeunesse. Voilà, donc, et ça, l'investissement n'est pas seulement souvent, comme on le dit, sur le volet infrastructurel. Voilà, donc pour moi, il faut aller plus loin. En Afrique, surtout pour moi, là où on doit, dans un premier temps, travailler, c'est d'abord la formation. Voilà, aujourd'hui, sur la base de la formation, au niveau des encadreurs, au niveau des arbitres, auprès des, je peux dire au niveau des arbitres, tous les acteurs qui tournent autour du sport. Donc la formation aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'est le catalyseur qui va aujourd'hui, demain, permettre
un développement de l'industrie. Mais sans la formation, il n'y a pas de suivi. Donc il n'y a pas de suivi et à partir de ce moment-là, donc, on est freiné un peu sur les perspectives de bon développement durable. Alors justement, vous faites bien d'évoquer cet aspect formation puisque nous allons aller au Mali justement. Alors au Mali, on commence à s'inspirer des modèles européens et même du Maroc ici en ce qui concerne le football. Au-delà de la passion, il devient de plus en plus un moteur de développement économique avec la multiplication des centres de formation qui ont surtout vocation à proposer leurs joueurs aux plus grands clubs d'Europe et du continent. L'ossature d'ailleurs des Aigles du Mali qui participent à cette CAN est composée de joueurs ayant passé par des centres de formation, comme nous le dit Mohamed Danyoko dans ce reportage depuis Bamako. Au Mali, comme un peu partout, le football, c'est le sport roi. Il draine du monde, cristallise les passions et soulève les foules. Mais depuis quelques années, cet aspect passion est en train d'être combiné à celui du business, ce qui se matérialise par la multiplication des centres de formation. Et c'est la raison d'ailleurs pourquoi on voit ces multiplications des centres, parce que plus eux ils forment, plus il y a également des scouts qui détectent les joueurs et il y a les recruteurs et les clubs également, les grands clubs qui se positionnent pour aller à la quête d'un futur talent. Et ces talents-là, ça se forme dès à bas âge. Et celui qui forme, et c'est celui également qui gagne beaucoup plus. Mais au-delà des gros chèques que peuvent empocher les clubs formateurs et les joueurs, cet aspect business du football permet de développer des infrastructures sportives avec de réelles politiques. Les infrastructures sportives, par exemple, elles ne se limitent pas seulement au sport. Dans certaines infrastructures sportives, vous verrez des home cinéma, des lieux de tourisme, des restaurants, des salles de conférences, des salles de jeux et toute autre chose qui n'a pas de relation directe avec le sport. Mais seulement, ça permet d'amortir les coûts de l'entretien et ça permet aussi d'amener une certaine attractivité. En alliant le football au business, le Mali et d'autres pays tentent de refaire leur retard dans un domaine qui est développé depuis très longtemps ailleurs. L'industrie du sport, ça s'inscrit dans la continuité de ce qui se faisait ailleurs il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, en Afrique, on commence à le voir. Et d'ailleurs, pour étayer mes propos, là, je dirais que le premier scandale du football professionnel, c'était déjà en 1927 en Italie. Donc de 27 à maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Le revers de la médaille, ce sont ces nombreux jeunes qui se laissent manipuler par des agents et dont les rêves de devenir footballeurs professionnels se traduisent en cauchemar. Alors en tout cas, on vient de voir ce sujet très intéressant de notre confrère, donc correspondant à Danyoko, Mohamed Danyoko. En tout cas, on parle de formation des talents et je pense qu'on voit un peu comment ce sujet est vaste. D'ailleurs, avec vous, Aziz Daouda, depuis Rabat, concernant la formation, parce que quand même, que ce soit dans le sport, dans le football comme dans l'athlétisme, l'Afrique a toujours eu des talents qu'on peut qualifier de talents naturels. Aujourd'hui, comment faire en sorte d'encadrer ces talents pour les mettre sur la route de la formation professionnelle? Parce que 2 décennies après, on voit aujourd'hui les résultats. Les centres au Sénégal et ailleurs, les centres Mohamed VI ici au Maroc ont commencé à donner de grandes stars, les Sadio Mané, on voit aujourd'hui dans l'équipe nationale du Maroc les Ounahi et autres. Justement, comment se déroule cet encadrement pour que ces talents naturels puissent être des talents professionnels? D'abord, le talent ne peut être que naturel. Le talent, c'est une question de génétique. Donc, et il y a statistiquement, vous savez, l'Afrique n'est pas plus douée que d'autres continents. Il faut absolument pas tomber dans cette difficulté à définir le talent. Le talent, vous avez statistiquement, vous avez un enfant doué sur 10 000 là où vous êtes dans le monde. Donc, les Africains ne sont pas plus doués que d'autres. Mais bon, le sport se nourrit aussi de la situation culturelle et économique. C'est-à-dire, plus vous avez des populations moins nanties, moins dans la précarité, etc., plus les jeunes vont chercher à s'épanouir à travers les moyens qui leur sont offerts, et notamment le sport en est un.
Bon, le sujet que vous venez de présenter est extrêmement intéressant parce que sa chute est véritablement quelque chose d'extrêmement important sur laquelle il faut insister. Et d'ailleurs, au Maroc, le ministère de l'Intérieur vient de prendre une décision avec une circulaire qu'il a diffusée à travers le royaume pour mettre un peu de l'ordre dans ce qu'on appelle formation. La formation, c'est quelque chose, c'est quoi finalement? C'est détecter des talents et les mettre en présence de la science, donc en présence d'entraîneurs qualifiés, etc. Et donc pas en présence de n'importe quoi et de n'importe qui, et notamment de ceux qui promettent à des enfants un avenir miraculeux, alors que finalement ils en font des frustrés et des enfants qui vont avoir des problèmes par la suite psychologiques parce qu'ils ne seront pas accomplis dans le football. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'industrie du sport est très difficile à mettre en place. Pourquoi elle est difficile à mettre en place? Parce que le sport est une activité transverse. Donc il y a énormément de moyens et de secteurs qui interviennent. Quand vous construisez un stade, c'est du bâtiment que vous faites. Vous ne faites pas du sport, vous faites du bâtiment. Et vous savez que plus vous investissez dans le bâtiment, plus mieux l'économie va se porter. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc finalement, quand on investit dans des infrastructures sportives, on booste tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est génie, etc., ingénierie, etc. Aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est du Maroc, l'expérience accumulée dans la construction des stades est aujourd'hui exportable. Aucun pays n'a construit autant de stades en un laps de temps aussi court. Et quand vous livrez un stade de 69 000 places en l'espace de 14 mois, c'est du savoir-faire, c'est un génie. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez exporter. Et ça, par la suite, ça ne va pas être comptabilisé dans l'industrie du sport. Donc vous savez, c'est très transverse, c'est très compliqué. Tout à l'heure, vous avez évoqué les courses sur route, etc. C'est effectivement une grosse affaire. Les courses sur route, et aujourd'hui en Afrique, il y a au-delà de 20 000 courses sur route dans l'année. Ça n'est pas grand-chose parce que les possibilités sont énormes, mais c'est en train de se développer. Les trails sont en train de se développer. Mais il y a aussi de l'ordre à mettre dans tout ça. La difficulté que nous avons en Afrique aujourd'hui, dans l'industrie du sport, c'est que nous n'arrivons pas encore, dans la quasi-totalité des pays, à manufacturer les équipements. Et ça, il y a une plus-value extraordinaire dans la manufacturation des équipements que nous sommes en train de passer à côté. Bon, il y a beaucoup de copies, de maillots, de shorts, de training, enfin de choses comme ça, mais ça n'est pas une industrie véritable. C'est-à-dire c'est les débuts de quelque chose, c'est les prémices d'une industrie qui est en train de se mettre en place. Et vous savez, le secteur privé, pour investir dans le sport, a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, il faut des lois et des règles qui soient justement, qui puissent donner des garanties au capital privé pour venir investir en Afrique. Et donc tout ça est en train de se mettre en place. En fait, nous sommes au début de quelque chose. Et la CAN du Maroc, la façon dont le Maroc est en train de gérer la CAN, va servir justement d'exemple pour beaucoup de pays africains qui vont s'inspirer de ce modèle qui est en train de se mettre en place. On en voit les résultats d'ailleurs dès après le premier jour de la compétition. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier, nous avons 2 Sénégalais sur le plateau, Omar, donc je saisis l'occasion pour remercier le public et les supporters sénégalais pour l'ambiance qu'ils ont mise à Tanger. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça aussi, c'est de l'industrie finalement, parce que c'est un genre de tourisme que seul le sport peut engendrer. Alors, je pense que vous soulignez là un point très important, c'est qu'est-ce qu'il faut créer autour du sport. Alors, Mohamed Mouraksi, c'est votre domaine, hein, parce que qu'est-ce qu'il faut pour stimuler des activités extra-sportives qui contribuent au renforcement de ce business du sport? Alors déjà, la première chose, lorsqu'on parle d'infrastructures sportives, il faut qu'elles soient accompagnées. Si on a des grands stades et on n'a pas des bons aéroports, on n'a pas des belles gares, on n'a pas une mobilité facile, on sait très bien que ça peut être un frein. D'ailleurs, le Maroc, sur les premières candidatures au niveau de la Coupe du Monde, il a pêché là-dedans. Donc je pense que c'est tout un écosystème qui doit partir à la même vitesse. Donc ça, c'est très très important parce qu'en Afrique, parfois on dit oui, mais on a un grand stade et on peut accueillir des grandes compétitions. Je pense que le Maroc là-dessus, il a bien compris les choses. Après, le Maroc, il a eu en parallèle une politique pour le développement touristique. Ça veut dire que la personne qu'elle vient, ce n'est pas juste un simple spectateur, mais c'est un touriste qui, à un moment ou l'autre, il va consommer. Il faut savoir qu'il y avait des études qui étaient faites par rapport à la CAN, c'est que au niveau de nos frères africains, en moyenne, il y avait 600 € par personne et il y avait 1 million à peu près de touristes.
vous faites les calculs, c'est de l'impact. Donc ça, il faut le prendre aussi en charge. Ça veut dire qu'au niveau hôtellerie, il faut que ça soit aussi très intéressant. Ça, c'est vraiment sur le côté spectacle et le côté méga événement. Après, pour tout ce qui est formation, et là je pense qu'on en a parlé, et M. Daouda il en parle souvent, c'est que maintenant autour du métier du sportif professionnel, il y a 17 ou 20 métiers. D'accord ? En Afrique, si on prend les clubs professionnels ou le sport professionnel, parfois on va trouver peut-être 3 ou 4. On va peut-être travailler le médecin, mais maintenant il y a le data, il y a le marketing, il y a plein de choses qui se passent autour pour permettre sur ce produit-là de le vendre. Et pour résumer, pour conclure cette partie, je pense, moi j'utilise souvent une expression, j'ai dit il y a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Le savoir-faire, on a le talent, on a des formateurs de futurs champions. D'accord ? On a la possibilité de structurer un club professionnel. On a la possibilité au niveau événementiel de mettre en place un projet. Mais après, comment on va le vendre ce projet par rapport aux sponsors, par rapport aux médias, par rapport au grand public? Maintenant, quand je dis le sport, c'est spectacle. Maintenant, ce n'est pas juste l'homme qui va venir voir le match. Maintenant, c'est toute la famille. Lorsque la famille elle sort, elle va manger au restaurant. C'est vraiment une sortie familiale qui va se terminer par un spectacle pour aller voir soit l'équipe du Maroc, soit l'équipe du Sénégal, soit l'équipe du Mali, soit l'équipe locale. Voilà, donc ça, c'est lorsqu'on le met en compte, c'est là, à un moment, on parle d'ingénierie sportive. En tout cas, c'est une ingénierie sportive dont on a besoin. Alors justement, Alassane Sakho, sentez-vous qu'au niveau, disons, est-ce qu'il y a des think tanks, est-ce qu'il y a aujourd'hui des groupes, disons, d'influence sur le plan des idéaux et autres, qui attire l'attention, qui sensibilise davantage sur la nécessité de créer un environnement économique autour du sport, notamment à travers ces conférences, à travers ces activités connexes au sport. Est-ce que cela aussi, ça pousse sur le continent? Bon, ça pousse sur le continent aujourd'hui, mais je pense que l'exemple du Maroc, c'est un exemple aujourd'hui concret et parlant. Mais sur d'autres sphères, il y a beaucoup à faire. Par exemple, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme on a l'habitude de dire, c'est l'État aujourd'hui qui trace la vision et que c'est les privés aujourd'hui qui doivent le concrétiser. Mais comment? Voilà. Malheureusement, c'est cette vision-là autour du sport souvent qui est un peu le principal problème. Donc l'ensemble aujourd'hui de cet écosystème-là, donc cet aspect culturel dont vous venez de parler tantôt, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire par rapport au tournoi que j'organise par exemple à Dakar, on ne vend pas seulement l'événement, mais il y a le spectacle qui est derrière. Pourquoi les gens ont envie aujourd'hui de venir en famille se déplacer pour aller au stade? Donc c'est tout cet aspect-là, culture, events et business qu'il faut regrouper pour donner aujourd'hui aux spectateurs d'aller au stade. Je donne juste un exemple très simple. Aujourd'hui, la Basketball African League, aujourd'hui qui se passe pratiquement vers Diamniadio, qui est à une vingtaine de kilomètres à Dakar. Aujourd'hui, au début, c'était un peu difficile, mais quand ils ont compris aujourd'hui l'aspect marketing qu'il fallait développer autour de cet événement-là, c'est aujourd'hui, à Dakar, c'est un rendez-vous. Les gens, ils partent là-bas en famille, il y a les femmes qui ne sont pas trop intéressées par le sport et qui viennent, qui rejoignent, et ça commence à devenir quelque chose, c'est une fête. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ça part d'abord de la vision que l'État devrait mettre en place à travers cet écosystème-là sportif qu'il faut mettre en place et développer et associer aujourd'hui les investisseurs pour qu'ils comprennent qu'ils ont aussi un rôle à jouer à travers ça. À jouer à ce niveau-là. Alors, une question. Je ne sais pas si elle va plaire à Aziz Daouda ou pas. Aziz Daouda, aujourd'hui, si vous aviez à aiguillonner, à guider les investisseurs, vers quelle discipline les guideriez-vous et qui vous semblent être les plus rentables aujourd'hui pour réaliser du business dans le sport en Afrique? Il faut aller vers les disciplines déjà les moins coûteuses et qui rapportent le plus. Quand vous investissez dans de l'athlétisme, vous n'investissez pas beaucoup et la rentabilité de 7 $ pour 1. Donc, vous prêchez pour votre chapelle là. Important. Mais toute la problématique. Pardon? Vous prêchez pour votre chapelle là. Je ne peux pas faire mieux, non. Non. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Toutes les activités. Bien sûr. Mais à côté de ça, toute la question, c'est qu'aujourd'hui, ce dont manque l'Afrique, c'est un peu d'infrastructure, mais également d'un encadrement qualifié dans tous les métiers du sport. Et ça, vous savez,
vous pouvez quitter être le lauréat d'une école d'ingénieur et ne pas trouver facilement de travail. Mais si vous êtes lauréat d'une institution de sport ou d'un STAPS, ou pour ce qui est de la France, M. Marakchi pourra en parler, vous trouvez un travail quasiment dans les 2 mois après la fin de vos études. Donc c'est un domaine très porteur. Il y a également à investir dans la manufacturation des produits. Il y a des produits très faciles à fabriquer qui ne demandent pas beaucoup de... Par exemple, l'Afrique est en train de devenir un hub pour ce qui est du textile. Quand vous allez en Éthiopie, vous avez des manufactures avec des milliers d'ouvriers, etc., qui travaillent dans le textile. Mais l'Afrique peut développer son propre textile pour le sport, par exemple. Et ça ferait baisser les coûts, ça permettrait à des gens de travailler, mais ça permettrait aussi de fabriquer des produits de qualité pour les Africains. Mais toute la question, c'est que quand vous voulez investir ou créer un système dans le sport notamment, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un domaine culturel. Et dans les domaines culturels, copier, d'ailleurs j'ai entendu tout à l'heure 1 ou 2 fois, l'Occident. Non, il ne faut pas regarder ce qui se passe en Occident. Il faut créer des propres systèmes africains. Et quand je dis africains, des systèmes propres à chaque région d'Afrique, à chaque pays d'Afrique. Parce que dans les domaines culturels, vous ne pouvez pas juste... exemple, si vous prenez un nutritionniste occidental et que vous lui présentez des plats africains, il va dire que ça n'est pas bon pour le sportif. Alors qu'en fait... c'est très bon pour les sportifs, parce que les sportifs africains sont habitués, ont grandi dans un contexte culturel qui fait qu'ils aiment leur nourriture. Et leur nourriture n'est pas moins bonne que une nourriture occidentale, par exemple. Donc, il faut créer des systèmes qui soient adaptés à la culture de chacune des régions d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les pays qui réussissent. Les pays qui réussissent sont des pays qui créent des centres, par exemple, je prêche encore pour l'athlétisme, des centres de préparation d'athlètes où, quand vous rentrez, vous êtes dans le pays. C'est pas quelque chose d'importé. Vous voyez, vous ne pouvez pas importer en sport. Parce que si vous copiez, vous ne pouvez être qu'une pâle copie de ce que vous avez copié. En tout cas, quand on copie très bien, il ne faut pas copier et mal coller surtout. Alors, vous avez évoqué un point important, c'est les territoires, hein, c'est-à-dire comment aujourd'hui faire une sorte de marketing territorial à travers le sport. On a le cas ici à Tanger avec cette cité des sports où on retrouve le stade Ibn Battuta qui accueille des matchs de la CAN, mais pas que, beaucoup d'autres infrastructures sur le sport. Mais au-delà, alors, Mohamed Marakchi, comment faire en sorte qu'on ait un marketing territorial calqué sport? Je pense qu'on en a besoin aussi. Alors, je vais rebondir ce qu'il a dit M. Daouda. Et en même temps, je vais parler un petit peu sur l'athlétisme. On sait très bien que, par exemple, au niveau de l'athlétisme, il y a des territoires au niveau de la campagne. C'est quelque chose de, on va dire, naturel, parce que lorsque vous avez l'enfant qui va faire 10 km par jour pour aller à l'école, automatiquement, il va développer certaines choses. Donc, je sais qu'à l'époque, il y avait les instances fédérales qui ont mis en place des centres dans le coin. Donc là, ils se sont vraiment rapprochés, on va dire pas peut-être du talent, mais la personne qui va peut-être avoir la capacité pour aller loin. Lorsqu'on parle de sport nautique, on sait que maintenant, ou les sports de vent, maintenant, on sait que Dakhla, c'est un territoire qui est spécifique. Donc, il faut avoir une politique vraiment spécifique. Là, c'est par rapport à la partie géographique. Ça peut être par rapport au climat. Lorsqu'on va parler de l'Atlas, on va développer le trek. Monsieur Daouda, il a parlé sur le trail. C'est quelque chose qui explose sur l'échelle mondiale et qui peut être un bon outil et un bon levier pour le développement touristique de nature. Et lorsque on parle de territoire, moi je viens de l'Orient et souvent je parle de cette région. Au niveau de la région, humainement, on a beaucoup du diaspora qui est parti à l'étranger. Beaucoup de personnes ou des anciens sportifs qui sont partis à l'étranger. Donc on sait que sur ce territoire, on a des connexions avec l'étranger. On voit bien maintenant que, par exemple, au niveau du staff de l'équipe nationale de foot, il y a beaucoup de personnes qui sortent au niveau de la diaspora. Ça existe aussi dans d'autres pays comme le Sénégal, le Mali. Donc lorsqu'on a un territoire, on voit qu'il y a beaucoup de personnes où il y a une diaspora. Donc là aussi, on va avoir une politique qui est basée sur la coopération, sur l'internationalisation, sur plein de choses. C'est pour ça qu'à un moment, on parle de territoire. Parfois, il y a des territoires aussi, on va parler plus sur le côté féminin. Moi, je termine là-dessus, je vais parler d'un territoire à Figuig. Je ne sais pas, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais il y a une culture vélo chez les femmes. D'accord ? Et à un moment, il y a quelqu'un qui a lancé une course pour les femmes parce qu'il y avait une vraie tradition où les femmes, ils prenaient le vélo. En tout cas, c'est intéressant. Alors, Alassane Sakho, on a vu
en l'espace de 2 décennies, comment le Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient, on pense au Qatar, on pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, entre autres, se sont rapidement imposés dans le domaine du sport. Hein? Il est vrai qu'il y a une question de moyens et d'investissement. Mais comment l'Afrique peut essayer, on ne dirait pas copier, il y a Daouda qui parlait de copier mal collé, entre autres, mais comment l'Afrique peut s'inspirer de ces modèles-là qui rapidement ont réussi à s'imposer dans le domaine du sport? Bon, je pense, comme vous l'avez dit, hein, il ne s'agit pas de copier. Donc, il faut aujourd'hui quand même avoir un modèle propre à l'Afrique. Le Moyen-Orient, aujourd'hui, ce qu'ils ont compris, pour moi, c'est très simple. Le sport, c'est un vecteur de développement, de positionnement. Surtout pour donner une visibilité au pays. Donc, si vous regardez bien partout aujourd'hui en Europe, à travers des grands stades comme Arsenal, il y a le naming aujourd'hui à travers l'Emirates, à travers les stades de Manchester City, Etihad, entre autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris et ça développe non seulement les pays en termes de visibilité internationale, également, il y a des retombées également sur le volet touristique. Donc aujourd'hui, pour nous, en Afrique, si on doit aujourd'hui avoir notre modèle, c'est d'abord, ça doit partir d'un modèle pour moi culturel, qui est propre à l'Afrique. Il faut d'abord partir de la culture pour vendre aujourd'hui ce que l'Afrique a de meilleur. Et ça part déjà à travers aujourd'hui un écosystème qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place autour d'une politique sportive claire, avec une vision claire portée par les acteurs du sport, et également le privé qui doit être associé également à tout ça. Mais tout ceci ne peut pas se faire aujourd'hui si la jeunesse également africaine n'est pas impliquée dans cette politique sportive. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que l'Afrique regorge beaucoup de talents sportifs, mais malheureusement, on produit les talents sont exportés à l'international. C'est ces mêmes talents aujourd'hui qui brillent en Afrique comme Sadio Mané, naturellement, ils sont à Beansport, ils nous revendent les droits TV en Afrique. Et encore, c'est nous qui produisons, c'est nous encore qui consommons les mêmes talents qu'on produit. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on devrait aujourd'hui réfléchir à développer en interne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une industrie qu'il faut développer autour du numérique, des projets structurants autour des sports communautaires, également la vente au niveau local. Donc je pense également que ça, c'est vraiment le levier sur lequel on devrait réfléchir pour travailler sur une économie sport au niveau local à travers des différentes disciplines. Hein. En Afrique, on mise plus sur le football, alors qu'il n'y a pas que le football. Au Sénégal, je me rappelle, à l'époque, il y avait des terrains de basket dans tous les quartiers, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu, qui n'existe plus. C'est pourquoi ça se ressent au niveau des résultats de l'équipe de basket. Ces dernières années, il n'y a plus de résultats au niveau des compétitions internationales. Donc, à travers tout ça, il faut aujourd'hui associer, comme j'ai dit, à travers la vision étatique et également associer les privés autour de cette dynamique pour que tout le monde puisse aujourd'hui avoir des résultats probants à travers ça. Alors, je vais aller à Rabat tout à l'heure, mais quand même une question d'actualité aussi. Hein. On ne peut pas terminer cette émission sans l'évoquer. Aujourd'hui, la CAN nous réunit au Maroc pour la CAN 2025. Alors, maintenant, cette CAN va passer de 2 ans à 4 ans plutôt, à partir de 2028. Est-ce une bonne nouvelle pour le business du sport en Afrique, Mohamed Marakchi? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on sait très bien que c'était pris par rapport à toutes les compétitions qui se déroulent en Europe. Il y a tellement de compétitions. Après, c'est une bonne nouvelle pour le spectacle sportif. Alors, je vais être un peu péjoratif pour les cafés, parce qu'on sait très bien que nous, on suit les matchs de la Champions League dans les cafés. Vous parlez du cas du Maroc. Exactement, pour le Maroc. Donc après, je pense qu'il y a aussi le côté de ne pas trop charger les athlètes. Hein, et puis aussi avoir ce goût, je pense qu'avoir le goût de la rareté. On attend la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la Champions League, c'était tous les 2-3 mois. On attendait le match Liverpool contre la Juventus et ça avait un sens qui était plus sympa que maintenant où il y a pratiquement tous les matchs. Après, il y a le côté business, voilà, il y a le côté on est un peu nostalgique, et puis il y a le côté santé, parce qu'on sait très bien que maintenant, les sportifs, faire 80 matchs, ou plus, s'ils sont pas encadrés. Là, ça, on en a parlé par rapport à tout ce qui est encadrement, s'il n'y a pas le côté médical, les récupérations, la cryothérapie, tout ce qui se passe autour. Donc là, je pense qu'on arrive dans un stade où, pas dans un stade, mais peut-être dans un sens inverse par rapport à la performance. À la performance. Alors, Aziz Daouda, il est vrai que vous êtes dans l'athlétisme, peut-être le modèle économique, il est différent, il est ailleurs. Quand aujourd'hui on doit espacer les compétitions, comme dans le cas de la CAN, est-ce qu'une bonne nouvelle économiquement pour les pays africains?
Ce n'est pas une bonne nouvelle. Si la CAF a pris cette décision, elle l'a prise sous pression de FIFA et du football européen. Il faut être clair et franc. C'est parce que les clubs européens n'aiment pas cette compétition qu'ils ont toujours, d'ailleurs, au début, la considérée comme une compétition mineure. Puis par la suite, bon, elle est devenue un peu gênante pour eux, et elle est gênante pour leur modèle économique parce qu'elle les prive des joueurs pendant quasiment 1 mois chaque 2 ans, ce qui est beaucoup. Donc si vous prenez 24 mois, vous privez un club européen de son joueur ou de ses joueurs pendant 1 mois tous les 2 ans, c'est quand même beaucoup sur le plan business. Et donc c'est un peu la pression qui a fait que maintenant c'est chaque 2 ans. Bon, mais l'Afrique a la soupape du CHAN ou de la CHAN, qui va peut-être pallier justement ce transfert, ce passage d'une Coupe d'Afrique tous les 2 ans à une Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Et donc, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comment est-ce que la CAF génère ses rentrées? C'est par la compétition, par la CAN. Et si vous privez la CAF de la CAN, qu'est-ce qu'elle va faire pendant 4 ans? La CAF, à quoi elle va servir pendant 4 ans? À organiser la Champions League africaine et c'est tout. Donc il y a le CHAN qui va pallier un peu les choses. Et on a vu justement lors de la dernière édition du CHAN que c'est une compétition qui commence à prendre. Les pays africains ont finalement compris l'importance de cette compétition parce qu'elle permet aux joueurs locaux formés localement, jouant dans des clubs locaux, de pouvoir performer à l'international. Ce dont ils sont quasiment privés parce que quand on regarde aujourd'hui la composition des équipes à la CAN, beaucoup de joueurs sont soit de la diaspora, soit évoluent dans de grands clubs européens ou dans de clubs européens, pas très grands forcément, mais cela prive les joueurs locaux qui n'ont pas les mêmes conditions d'expression sur les terrains par manque d'infrastructures, par manque de travail, enfin, beaucoup de conditions qui font que les clubs africains ne sont pas aussi performants que les clubs européens, et donc ça impacte le niveau des joueurs, et donc les joueurs locaux se trouvent disons, écartés de la compétition dans une grande proportion. Aujourd'hui, le CHAN ou la CHAN leur permet justement de s'exprimer à l'international. Bon, tous les 4 ans, on va voir ce que ça va donner comme expérience, mais mon espoir est que maintenant qu'elle est tous les 4 ans, qu'on ne vienne pas encore nous parler d'un problème de calendrier, parce que pourquoi la CAN est organisée en janvier? C'est parce qu'il est quasiment difficile de l'organiser l'été sous pression des clubs européens qui ne donnent pas assez de temps aux joueurs pour la récupération, parce que les vacances sont très courtes pour les joueurs. Et par exemple, celle du Maroc devait avoir lieu l'été, et sous pression de la FIFA qui a voulu organiser l'été dernier la Coupe le championnat des clubs, la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, a imposé à la CAF, ou a poussé la CAF à revenir vers le mois de décembre, janvier pour la CAN. Donc si vous voulez, ça c'est un peu de la politique avec beaucoup d'impact bien évidemment sur les recettes et les finances de la CAF. Mais je voulais rebondir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure. Si on veut développer une industrie du sport, il faut d'abord que tous les pays africains se dotent d'une loi qui est dédiée au sport et à l'activité physique, mais d'une loi avec une bonne définition des concepts, avec de l'incitation, parce qu'il faut de l'incitation, et qu'elle soit accompagnée d'un code d'investissement spécifique, parce que le sport a justement des spécificités, comme le tourisme par exemple. Donc, tous les pays qui ont développé leur tourisme l'ont développé à partir de codes d'investissement dédiés. Moi, je suis de ceux qui appellent à avoir des codes d'investissement dédiés au sport. Dans le domaine du sport, c'est important. Alors, on voit que, en tout cas, cette question de la CAF ne fait pas l'unanimité. Vous, s'il y avait des moyens de substitution, on parle du CHAN ou bien on parle aussi d'une Ligue africaine des nations, comme c'est le cas à l'UEFA. Si vous aviez d'autres propositions, est-ce que pensez-vous que d'autres propositions ou d'autres options peuvent remplacer économiquement la CAN? Bon, moi, avant même d'aller vers d'autres propositions, je suis déjà partagé par cette question. Donc, bon, d'une part, je peux dire que ça peut être bénéfique pour l'Afrique. Pourquoi? Pour la simple raison, ça peut donner un peu, par rapport au temps de préparation qu'on connaît. Donc, on a vu parmi certaines éditions de CAN où certains pays étaient désignés,
Et à la fin, le projet a été repris, a été donné à l'Égypte ou bien à d'autres pays. En termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, parce que les pays n'avaient pas eu aujourd'hui assez de temps pour préparer la CAN. Donc si on regarde ça sous cet angle-là, ça peut être un aspect positif. Et préparer tout ce qui est les droits TV, les sponsors, entre autres. Donc je pense que si sous cet angle-là, c'est important. Mais d'autre part, non. Pourquoi? Parce que quand même, les sportifs, la CAN, c'est notre seul sport aujourd'hui qui réunit les Africains à travers le football. Donc, c'est vrai, on parle souvent du temps de jeu, des jours, les entraînements, entre autres. On l'a vécu récemment avec l'équipe du Sénégal, sous la pression de certains jours avec les entraîneurs, entre autres. Mais bon, de ce point de vue-là, on peut dire que on peut encore revoir cet aspect-là. Mais si on devrait aujourd'hui proposer un modèle de CHAN, pour moi, il faut aller vers un modèle intégré. À travers un écosystème et que l'Afrique aujourd'hui puisse harmoniser un peu tout ce qui est politique, faire un bloc autour quand même d'une politique à travers la FIFA et permettre aujourd'hui quand même à l'Afrique également de se positionner et de décider de son avenir à travers les politiques sportives sur lesquelles on doit travailler. En tout cas, je sens que cette question est très loin d'être évacuée pour ce qui est donc du passage d'une CAN de 2 ans à une CAN de 4 ans certainement. Ça ne manquera pas, en tout cas, de soulever la polémique et on ne manquera pas d'y revenir prochainement. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission consacrée au business du sport. J'ai eu le plaisir de recevoir ici sur ce plateau Mohamed Marrakech, ingénieur spécialiste en ingénierie du sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et puis merci aux collègues pour le débat. Merci aussi à Alassane Sakho, PDG de Kalimo Consulting, basé à Dakar et présent dans beaucoup de pays du continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Omar et merci à Marrakech et à professeur Daouda. Aziz Daouda, que nous remercions, donc, qui était en duplex avec nous depuis Rabat. Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la CAF. Alors, 10 secondes. Est-ce que je peux ajouter un petit mot, Omar? 10 secondes. En quelques secondes. Non, c'est juste souhaiter bonne chance et être solidaire avec le Sénégal qui accueille juste après la CAN, le prochain grand événement sportif en Afrique que sont les Jeux Olympiques de la jeunesse. Justement, les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus donc en 2026 à Dakar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'Éco Débat. Bonne suite de programme sur Médien TV.